De Beijing à Paris, de Paris à Montréal, on a enfin trouvé les 10 meilleurs candidats et candidates des As du Français 2017. Originaires de lieux différents et exerçant des activités diverses, ces jeunes nous ont révélé leur talent pour la chanson et la danse, leur passion pour la gastronomie, la philosophie et les langues. Aujourd'hui, ils sont arrivés au siège de CGTN à Beijing. Sur ce plateau de la demi-finale, nous allons découvrir ensemble leur performance pleine de surprises. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau pour cette demi-finale de l'édition 2017 des As du Français. Et pour m'accompagner, je vous présente mon collègue de Radio-Canada qui vient tout droit de Montréal, Mathieu Dugal. Bonjour Mathieu. Bonjour Tutine, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis extrêmement honoré d'être ici sur ce plateau et ainsi commencer cette première collaboration entre CGTN français et Radio-Canada. Nous avons ici même en studio avec nous un jury prestigieux. Ce jury est composé de Monsieur Li Hongchong, ambassadeur de la République de Maurice en Chine. Bonjour monsieur. du Canada, Mireille Desglin, comédienne. Bonjour. Bonjour. Par la suite, monsieur Cao Deming, président de l'Association chinoise des professeurs français. Bonjour monsieur. Bonjour. Jacqueline Plessis, attachée de coopération linguistique, éducative et sportive de l'ambassade de France en Chine. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Zheng Ruolin, présentateur de CGTN français, mon collègue bien sûr. Alors nous vous présentons ici brièvement le déroulement de cette demi-finale. Chacun d'entre eux présentera un court exposé de 3 minutes ayant pour thème « Mon histoire avec la Chine ». Selon les notes données par les membres du jury ainsi que le public, les 6 premiers finalistes seront admis à la grande finale qui mènera au champion. Veuillez accueillir notre premier candidat, monsieur Shi Yu. Bonjour, je m'appelle Shi Yu. Ça fait déjà 5 ans que je participe à la modélisation des Nations Unies. Pour moi, la MUN fait partie intégrante du monde diplomatique, mais aussi de la communauté internationale. J'espère approfondir mes connaissances sur le monde à travers le français pour contribuer au bienfait du monde, car il nous est si cher. Je suis cantonais et bien évidemment, je suis partisan d'autres cuisines. Quand on parle de la gastronomie chinoise, on pense très souvent à la cuisine cantonaise. J'en suis sûr et j'en suis fier. Alors, les plats cantonais sont préparés avec une grande variété d'ingrédients, car sur notre plan géographique, c'est une région florissante qui offre beaucoup de ressources. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un autre style culinaire qui est totalement différent, mais qui est aussi bien reçu parmi les cantonais. Tout d'abord, quelques infos pour vous. Dans la province du Guangdong, les coutumes du bouddhisme sont bien respectées par ses citoyens. Exemple, on pratique la méditation à la recherche de sérénité. On visite toujours le temple pour prier l'aide du ciel en cas d'événement très important. À l'origine, les moines partaient mendier leur nourriture auprès de la population. Tout en gardant ces situations et traditions, n'utilisaient que des produits locaux et de saison. Mais de nos jours, des restaurants commerciaux ont aussi adopté ce style, satisfaisant les besoins des pratiquants comme les non-pratiquants laïcs. On peut goûter des grillats cantonais de version végétalienne qui est équilibrée, nutritive et également gustative. Mais ce ne sont pas sablons son goût, sa fraîcheur, sa beauté qui m'attirent. Je vais vous donner un exemple. Un petit restaurant que je fréquente n'est pas du tout lucratif. Ce sont en effet les retraités volontaires qui préparent soigneusement les repas. Et aussi, chaque année, à l'approche de la fête du printemps, il est toujours ouvert aux mendiants qui ne peuvent pas s'offrir un repas. Et il y en a plein d'autres restaurants qui font le même à Guangzhou. Donc, c'est dans ce restaurant et chez les employés que je vois la beauté de l'humanité, la valeur partagée par tous les hommes, croyants ou non croyants. Donc, chers amis, si la prochaine fois vous voyagez en Guangzhou, allez dans un restaurant comme ça et essayez cette cuisine. Croyez-moi, vous ne le regrettez pas. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour.
Écoutez, vous avez une passion pour la cuisine chinoise, Oui, et aussi bien que pour le français. oui. Et si vous aviez un choix à faire, et que choisirez-vous? Je pense, je vais toujours choisir la cuisine chinoise parce que c'est mon racine, c'est mon origine et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, jamais. Merci. Alors maintenant, j'invite tous les membres du jury à donner leur note à Monsieur Shi Yu. Allez-y. 15, 18, 15, 15 et 11. Bravo, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons accueillir notre prochain candidat, c'est Monsieur Zhao Tian. Veuillez accueillir Zhao Tian. Si je devais me définir, je dirais que je suis quelqu'un de follement amoureux des langues. Aujourd'hui, je vis à Paris. J'enseigne l'anglais, le chinois et le français. Mais j'envisage d'enseigner encore plus de langues dans le futur. Pourquoi pas le coréen, le polonais ou l'espagnol? Outre mon amour des langues, je suis aussi un voyageur infatigable. Ma vie m'a amené à traverser plusieurs pays et à m'adapter à leur culture. Je proposerais donc de me définir ainsi, un voyageur et un explorateur des langues. Entouré de lacs et de montagnes, Zhangjiakou, ma ville natale, baigne dans une ambiance paisible et sereine. En 2022, avec notre capitale Beijing, Zhangjiakou va accueillir des millions de visiteurs du monde entier pour un événement sportif mondial, les Jeux olympiques d'hiver. Vaste nature, paysages à couper le souffle, nourriture authentique et savoureuse, vous allez immanquablement être envoûté par cette ville attachante. Laissez-moi vous poser une question d'abord. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Ah, je vois par là une jeune fille bien maigre qui dit manger. Bon, si vous êtes un gourmet et aimez découvrir de nouvelles saveurs, Zhangjiakou est une destination idéale. Au menu, de l'agneau à la broche suivi de notre fondue préparé dans une marmite en cuivre. Et ce n'est pas fini. Vous pouvez également goûter les pâtés en farine chinoise. Vous succomberez à la richesse gastronomique de ma ville. Si vous êtes fan de sports extrêmes, vous devez absolument venir visiter Zhangjiakou. Quand on dit le mot ski, on pense aux Alpes tout de suite. Mais figurez-vous qu'on peut aussi en faire en Chine aujourd'hui. Des stations de sport d'hiver, des patinoires, des randonnées sur la neige. Croyez-moi, vous allez chanter « Libéré, délivré, je ne reviens plus jamais ». Pardon, je rigole, mais vous allez vivre les sensations incroyables dans les montagnes chinoises. Enfin, si vous êtes comme moi, vous aimez voyager et élargir vos horizons, laissez-moi vous guider au travers des saisons. Je vous ai déjà parlé des activités hivernales, mais Zhangjiakou a tellement plus à offrir. Au printemps, de nombreux sites sont à découvrir. Les lacs des éclairs, Shandianhu, les prés de Zhongdu, Zhongdu Caoyuan. En été, vous sillonnerez les prairies célestes, Caoyuan Tianlu. L'automne est plutôt calme chez nous, mais est-ce qu'on a des choses à faire? Évidemment, rien de mieux qu'une petite balade dans les forêts de bouleau pour se changer les idées. Mesdames et messieurs, après ma présentation, est-ce que vous voulez venir découvrir chez moi, comme ce que disait le slogan en 2008 pendant les Jeux olympiques de Beijing, Beijing Huanying Nin. Maintenant, j'ai le plaisir de vous dire, en 2022, bienvenue à Zhangjiakou, 2022年, Zhangjiakou, Huanying Nin. Alors, Monsieur Zhao Tian, d'abord, je dois vous féliciter pour votre prestation et pour votre fluidité. Vous parlez très bien, on vous suit très très bien. D'ailleurs, on vous a suivi d'abord dans un tour du monde un peu vertigineux, donc merci de nous avoir fait rêver et merci de nous avoir présenté votre ville que pour ma part je ne connaissais pas et qui m'a donné, votre présentation m'a donné envie d'aller visiter votre ville natale. Merci beaucoup. Merci. Et j'invite tous les membres du jury maintenant à donner leur note pour Zhao Tian. Allez-y. 16, 17, 15, 17 et 14. Bravo. Encore une fois, nous allons l'applaudir chaleureusement. Merci Zhao Tian. Merci beaucoup. Et par la suite, nous allons accueillir notre première candidate, Mademoiselle Cai Yuqiu. Bonjour, je m'appelle Yu Qiu,
Je travaille à Montréal comme infirmière depuis 2 ans et demi. Je trie les patients et je fais une collecte de données initiales telles que les signes vitaux et un examen clinique. Ce qui est intéressant dans la profession d'infirmière, c'est que l'on l'apprend tous les jours. Le français est une langue de communication au travail qui m'a permis de découvrir la culture québécoise et de m'y intégrer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yu Chiu. Je suis une belle chinoise qui vient de Guangxi. 2 vécus ont influencé ma décision de devenir infirmière. La première est ma tante Shi Mei, qui est aujourd'hui une infirmière retraitée. Dans les années 90, elle et son mari, qui était un médecin pour les Nations Unies, sont allés faire de l'humanitaire en Afrique pour une dizaine d'années. Elle m'a transmis les valeurs humaines de la profession d'infirmière. Et deuxième figure est Ye Xing. Je suis sûre que pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé en Chine, vous vous en souvenez, car il a joué un rôle très important dans l'épidémie de SRAS en Chine en 2003. Et il savait qu'il s'exposait à une maladie pour laquelle on n'avait pas encore de traitement efficace. Au final, il a été infecté, a été hospitalisé aux soins intensifs. Elle décédera le 25 mars 2003 à l'âge de 45 ans. Son dévouement jusqu'à la fin a précipité ma décision de devenir infirmière. Et j'ai donc réussi mon diplôme en sciences infirmières en Chine. Puis j'ai travaillé pendant 3 ans dans un hôpital à Guangxi. C'était une expérience extraordinaire. Mais, étant une boule d'énergie et curieuse nature, j'ai décidé de partir à la découverte du monde. Quand je suis arrivée à Montréal en 2012, j'étais complètement perdue, je ne comprenais absolument rien. Vous n'avez pas une idée de ce que peut faire une Chinoise désespérée à apprendre le français. Je composais le numéro du service à la clientèle et le prenais en otage pour pratiquer mon français. Au bout du fil, le commis me disait souvent « Pardon? Pardon ?» Malgré toutes les difficultés, 2 ans plus tard, je suis devenue une infirmière diplômée au Québec. Un jour, un patient d'origine grecque, de type de Poppy, avait son congé de l'hôpital. J'ai validé s'il comprenait les informations que je lui donnais. Il me répondait « Oui, oui, oui ». Mais, ayant un doute, j'ai appelé sa fille pour m'aider à traduire. Le lendemain, le patient est revenu à l'hôpital et cherchait une infirmière chinoise. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Oh boy, c'est pas vrai, il n'a pas compris qu'il avait congé ». Mais, en fait, il a apporté 2 sacs de cadeaux pour me remercier. Je savais alors que je fais une différence pour lui. Au Québec, on dit souvent « Je me souviens ». Laisse-moi vous dire que je me souviens aussi. Je suis une Chinoise, je suis une garde malade, je suis une infirmière chinoise qui parle le français. Voilà, merci. Tsai Yu-Chiu. Bravo, bravo. D'abord, moi, je trouve ça extraordinaire qu'en si peu de temps, tu as appris le français et en plus, dans ton milieu de travail, alors en plus, l'accent québécois. Alors, c'est vraiment merci. une touche assez particulière. J'apprécie beaucoup votre courage parce que au Québec, vous commencez votre carrière et vous n'êtes pas francophone. Donc, il faut apprendre un métier et aussi, en même temps, apprendre la langue. C'est très dur. C'est à la différence des autres candidats et des autres candidates. Eh bien, maintenant, je vais demander aux juges de donner leurs notes. 12, 18, 12, 12 et 17 pour Tsai Yu-Chiu. Merci beaucoup, Tsai Yu-Chiu. Et je vous présente maintenant Ray. Bonjour, je m'appelle He et je serai bientôt diplômée d'un Master 2 en management culturel et communication trilingue. Je pratique la danse sportive depuis mon plus jeune âge et j'ai pu participer à de nombreuses compétitions. Je travaille actuellement en tant qu'agent artistique et je m'occupe d'artistes, dont des musiciens, danseurs, acteurs et peintres depuis 10 ans. À l'avenir, je souhaiterais poursuivre ce chemin et continuer à réaliser de belles rencontres franco-chinoises. Bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui la danse folklorique chinoise. En plus du peuple Han, on recense 55 nationalités minoritaires en Chine. Chaque peuple possède sa propre histoire, sa culture, sa religion et ses coutumes.
Les styles de danse sont donc très variés. Les danses de l'ethnie Han, de l'ethnie tibétaine, de l'ethnie ouïghour, de l'ethnie mongole et de l'ethnie coréenne représentent les 5 principaux courants étudiés en Chine. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la danse de l'ethnie tibétaine. Comme vous le savez tous, le peuple tibétain vit principalement sur les plateaux de haute altitude où il règne un froid glacial. Les gens s'emmitouflent de robes épaisses aux longues manches. Cet habillement étant très lourd, une personne en position debout doit supporter un poids important et il lui est nécessaire d'adopter une posture adaptée à son centre de gravité. On se penche alors en avant afin que le poids de la coiffe puisse être partagé avec le dos, de manière à ce que la tension de la tête soit allégée. Par ailleurs, lorsque l'on s'avance, une plus grande tension se produit et les genoux sont indispensables pour soutenir et ajuster la gravité. Par conséquent, il y a des mouvements de grande amplitude sur l'articulation du genou, en flexion et en extension. Et oui, pour fêter l'Osar, le nouvel an tibétain, les villageois se réunissent pour danser le guozhuang, une danse tibétaine autour du feu. Les danseurs accentuent les postures afin de mieux manifester leurs émotions. Les paroles se déclinent ainsi. Oh, cimes enneigées, montrez-nous le chemin. Nos ailes se déploient à l'infini. Ô rivières, guidez-nous le long de vos flancs scintillants. Nous marchons à grands pas. La danse tibétaine. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, j'invite tous les membres du jury à noter la performance de Hooray. Allez-y. 17, 14, 12, 16 et 18. Bravo. Merci Hooray. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Et maintenant, on va laisser la scène à Monsieur Liu Hao. Je m'appelle Liu Hao. J'aime tout particulièrement les chansons françaises du siècle dernier pour le raffinement du langage et la finesse de l'esprit. Les grands paroliers rivalisaient de talent, les airs doux et réconfortants s'envolaient sous le ciel de Paris, et j'ai envie de suivre leurs pas, chantant à cœur ouvert et au gré du vent. C'est d'un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, hissé au Santiano. 18 nœuds 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Santiano va tourner le gouvernail et changer de cap, mais quelle est sa destination? Bonjour, préparez-vous à un passionnant voyage dans le temps. 1718, au port de Guangzhou, des navires en provenance de la Nouvelle-France vont apporter à l'Empire du Milieu un nouveau produit qui, vous allez le voir, fera désormais partie de la pharmacopée chinoise. Mais enfin, quel est ce produit d'une ressemblance frappante avec ce qu'on appelle le ginseng et qui a joué ce rôle d'intermédiaire pour qu'il dépasse les frontières, traverse les dents bêtes et les océans avant de s'installer enfin sur la terre chinoise? Autant de secrets que je vous invite à découvrir dans ce numéro spécial de Secrets d'Histoire. Acupuncture, moxibution, pharmacopée, autant de techniques mises à l'épreuve du temps de la médecine traditionnelle chinoise. Et dans la pharmacopée, la rencontre entre le ginseng et le ginseng américain sera un des moments les plus passionnants de l'histoire. 1701, un des missionnaires jésuites français, Pierre Jartoux, mit le pied sur le territoire chinois.
missionnaire jésuite, mais aussi spécialiste de géographie et de botanique, il fera sa première rencontre avec le ginseng dans la région nord-est du pays. Le 12 avril 1711, il a renvoyé un dessin du ginseng dans la cour de France en disant que cette plante pourrait être trouvée dans d'autres régions du monde. Cette hypothèse intrigue si bien Joseph-François Lafitau, son homologue français en Nouvelle-France, que 2 ans plus tard, il montre un dessin du ginseng aux habitants locaux. Et vous savez quoi? Ils ont tout de suite reconnu cette plante réputée pour être un réconfortant ou un médicament digestif, et qu'on peut d'ailleurs retrouver en grande quantité sur cette terre. Quel bonheur! La suite de l'histoire, vous la connaissez déjà, ce sera la commercialisation de cette plante nommée ginseng américain par Lafitau. Cette anecdote, comme vous l'avez vu, est bel et bien le fruit des échanges entre la Chine, la France et le Québec. Et avec l'initiative de la ceinture et la route, la médecine traditionnelle chinoise va encore renforcer les échanges entre la Chine et les autres pays. En 2014, Patrick Modiano disait que l'acupuncture est une science, je cite, où il suffit de piquer les quilles à un endroit très précis et le flux se propage dans le système nerveux. Je vous remercie de votre fidélité et j'espère que ma très brève présentation vous a piqué en suscitant votre curiosité et votre intérêt pour la médecine traditionnelle chinoise. À très bientôt. Très bien. Vous aimez chanter, vous aimez les chansons françaises. Oui. Mais vous êtes vos études de master de littérature. Vous avez lu quand même un roman de voix à l'autre, un roman français. Bien sûr, beaucoup. Citez-moi le roman que je préfère, c'est Adolphe de Benjamin Constant. Ça rentre dans la continuité du début de la littérature ancienne grecque avec Daphnis et Chloé, ce genre de le mal d'aimer, le maladie d'amour, comme on chante elle court, la maladie d'amour. Donc je pense que franchement, Benjamin Constant, il est très bien et je l'aime beaucoup. Alors maintenant, j'invite les membres du jury à noter la performance de Liu Hao. Allez-y. 19, 15, 19, 18 et enfin 19. Ouh! Merci Bravo, beaucoup, bravo. merci. Et maintenant, nous allons accueillir notre prochaine candidate, Zhang Shuwen. Je m'appelle Zhang Shuwen. D'un côté, en pratiquant le tai chi, je comprends de mieux en mieux l'essence de la tradition chinoise. Chercher l'harmonie entre les peuples et retrouver le calme au fond de soi. De l'autre, je ressens un grand enthousiasme pour la splendide culture occidentale. Je souhaite poursuivre ma recherche de la beauté qui existe dans les diverses cultures, tout comme les derniers caractères de mon prénom l'incarne. La soie nouvellement tournée de Chine est aussi blanche que la neige. Les éventails ronds sont faits d'éclats de soie comme la pleine lune. Autrefois, lors des grandes chaleurs estivales, l'objet indispensable pour le Chinois était l'éventail. Un mouvement de va-et-vient comme ça produit un petit courant d'air et rafraîchit notre visage. Voulez-vous découvrir cet objet d'art traditionnel chinois avec moi? Eh bien, allons-y. Celui que je tiens à la main est un éventail de plumes représentant le premier type d'éventail dans sa grande famille. Pendant l'époque des 3 royaumes, le fameux stratège Zhuge Liang concevait les stratégies de bataille en tenant toujours à la main un blanc éventail de plumes. Du fait de son panache et son vif esprit, les générations suivantes estiment que celui qui possède un blanc éventail de plumes dans la main incarne une certaine intelligence. Admirez-vous cet éventail pliable? Au passé, les hommes de lettres appréciaient cet accessoire élégant facilement placé dans la manche. Ce genre d'éventail à la valeur artistique élevée est habituellement décoré par des artistes avec de la peinture, de la poésie et de la calligraphie. En fait, ouvrir et fermer l'éventail avec élégance se transforme en art. L'ouverture d'un éventail pliable symbolise une ouverture d'esprit et la fermeture incarne l'esprit de tolérance, de paix et de convivialité. Le dernier éventail que je vous montre fait partie des armes utilisées dans les arts martiaux chinois.
Regardez, voici un éventail de tai chi. À son ouverture, il produit un claquement caractéristique. Fermé, il s'apparente à un bâton pour bloquer une attaque ou à une épée qui pique. Les enchaînements de l'éventail de tai chi qui allient la grâce et la puissance sont actuellement très appréciés en Chine, car nous sommes fiers de notre propre tradition. En chinois, le mot éventail shan est homophone du mot bienveillance, shan. Les éventails chinois incarnent ainsi la bienveillance et la bonté du peuple chinois. Ces petits porte-bonheur méritent bel et bien votre faveur. Merci. D'abord, bravo. Je suis vraiment émerveillé justement par votre présentation, notamment du tai chi. Donc j'aimerais bien savoir dans quelle mesure normalement cette pratique du tai chi et de ce que vous venez de nous présenter influence votre vie quotidienne. Je pense que la pratique du tai chi et aussi la pratique de l'éventail du tai chi m'influence beaucoup sur mon esprit. Peut-être ça influence aussi sur ma force, ma puissance, etc. Il faut être calme, il ne faut pas être trop pressé, il faut bien réfléchir avant de répondre aux questions par exemple. Il faut bien réfléchir avant d'agir dans quelques occasions ou circonstances. Je pense que l'éventail a un esprit derrière lui qui m'influence beaucoup, non seulement dans mes études, mais aussi dans ma vie sociale, etc. Donc c'est vraiment un porte-bonheur, comme on dit. Merci. Bravo. Maintenant, chers juges, vos notes. 20, 16, 17, 16 et 18 de la part de Mireille Desglin. Veuillez applaudir Chan Chu-won. Merci beaucoup, Chan Chu-won. On va laisser la scène à Tan Ya-si. Bonjour, je m'appelle Tan Ya-si. Je vis actuellement en Corse, île de beauté. J'ai quitté les bancs de l'université il y a 1 an. Ayant de l'expérience en comptabilité, j'ai décidé de créer ma propre entreprise et j'ai rejoint une franchise de sushi. Diriger une équipe, c'est un art subtil que j'apprends tous les jours. Et rester optimiste, c'est le moteur de ma vie quotidienne. Avec cette même philosophie, je participe aux As du français. Le résultat n'est pas la finalité, c'est l'expérience qui compte. Après l'attribution du statut de Bouddha, j'ai commencé à faire le tour du monde et j'ai passé mes 6 dernières années en France. Eh bien, je dois avouer que je suis un peu déçue par le fait que très peu de gens me connaissent dans ce pays. Alors, sans vouloir me vanter, je fais partie des héros les plus célèbres en Chine. Par contre, quand je dis à mes amis français que mon nom japonais est Sangoku, alors là, tout le monde me connaît et ils disent « C'est toi qui es dans le manga Dragon Ball ?» Mais non, plus précisément, je suis l'origine de ce personnage et j'ai également inspiré de nombreux jeux vidéo et d'autres mangas tels que Seiyuki, One Piece et Naruto. Enfin bref, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sun Wukong, le roi des singes, le premier disciple du moine bouddhiste Sanzang lors de la recherche des sutras en Inde. Grâce à mes pouvoirs magiques, j'ai réussi à vaincre de nombreux démons et à protéger le maître Sanzang jusqu'au royaume de Bouddha. Mais à cause de mon caractère combatif, ces pouvoirs m'ont également attiré de véritables ennuis auparavant. Je me suis rebellée contre le royaume céleste autrefois, même les troupes de 100 000 soldats ne peuvent pas rivaliser avec moi. J'ai toujours réussi jusqu'à ce que le Bouddha apparaisse. Il m'a enfermée sous la montagne des 5 doigts pour une peine de 500 ans, et c'est seulement au bout de cette peine que j'ai été libérée par le maître, et j'ai eu ainsi pour mission de le protéger durant son pèlerinage. De nos jours, j'ai déjà plus de 2000 ans. À vrai dire, dans ma jeunesse, j'étais un petit farceur audacieux et arrogant. Au fil du temps, avec les échecs et les nombreuses épreuves que j'ai traversées, j'ai grandi et je suis devenue plus sage. En Chine, je suis toujours considérée comme l'incarnation de la liberté, du courage, de la justice et de la fidélité. Mon esprit de combattant est inscrit dans le caractère de la nation. Et toutes ces distinctions, je les dois au roman La pérégrination vers l'ouest de Wu Cheng'en de la dynastie Ming, qui est un monument de la littérature classique chinoise. Les œuvres inspirées par ce récit, comme les pièces de théâtre, les dessins animés et les films, ont fait de moi le héros le plus populaire en Chine. Notamment la série télévisée de 1986,
Le Voyage en Occident, qui a eu un succès phénoménal et à ce jour, elle a été rediffusée plus de 3000 fois en Chine. Alors pour les amis qui me confondent toujours avec le Sangoku de Dragon Ball, je vous invite à lire le roman La pérégrination vers l'Ouest. Ce n'est pas qu'un mythe pour enfants, mais le reflet de la société d'une époque. Et moi, je ne suis pas simplement un héros légendaire, j'existe au fond de chacun d'entre vous. Un jour, si vous avez vraiment compris cette histoire, alors vous aurez compris la Chine et sa culture. Et si vous avez vraiment compris qui je suis, alors vous aurez compris les Chinois. Merci. On y va maintenant avec la question qui vous est attribuée. Selon vous, pourquoi nos sociétés ont-elles besoin de super-héros? Super-héros, c'est pas vraiment quelque chose d'intouchable ou inaccessible, mais c'est quelque chose qui est au fond de nous. Ça nous aide à être plus optimistes. Quand je fais une bêtise ou quand j'ai besoin, il y a un pouvoir derrière qui m'avance. Je pense que nous avons tous besoin de ça. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas réaliser nous-mêmes. Bravo. Quand je ferme les yeux, je croyais que j'entends une Française. Hein. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, chers jurés, maintenant, vos notes. 17, 18, 17, 18, 20 pour Tanya Tsi. Merci beaucoup, Tanya Tsi. On peut l'applaudir. Et maintenant, nous laissons la scène à Chang Bi-si. Bonjour, je m'appelle Zhang Bi-si. À l'âge de 12 ans, j'ai eu mon premier cours de français depuis lequel la langue française ne me quitte plus. Que ce soit dans mes études à l'école des langues étrangères de Wuhan, à Sciences Po Paris, à l'université des langues étrangères de Pékin, à l'école supérieure de journalisme de Lille et à Sciences Po Lille, ou dans mes expériences professionnelles au quotidien Le Monde et à France Télévisions. Aujourd'hui, je suis rentrée dans ma ville natale. En devenant professeur, je souhaite consacrer ma carrière professionnelle à l'enseignement du français, tout en favorisant les échanges culturels entre la Chine et le monde francophone. Alors, un jour, quand j'étais encore en France, une amie m'a envoyé un message sur WeChat. L'amour est une combustion solitaire et lointaine, un écho renaît de ses cendres. J'étais totalement déconcertée. C'est quoi ça? C'est toi qui l'as écrit? Elle m'a répondu, oh là là, mais tu ne connais même pas les poèmes de Yu Xiuhua. Quelle honte hein, pour une étudiante en journalisme. Bon, cette fameuse Yu Xiuhua est en fait une paysanne chinoise de 41 ans. Évidemment, elle est universellement connue sous une autre identité, poète sur Internet. Elle a connu un succès immédiat en 2015 grâce à son chef-d'œuvre « J'ai traversé plus de la moitié de la Chine pour dormir avec toi ». Passée à la télévision, publier des recueils de poésie, donner des discours dans des universités parmi les plus prestigieuses du monde, elle est devenue un vrai phénomène. Vous allez peut-être vous exclamer, quelle chance pour une paysanne d'avoir changé le cours de son existence grâce à sa plume. Surtout lorsqu'il existe autant de talents dans le pays le plus peuplé du monde. Mais en fait, la vie de Yu Xiuhua est loin d'être réjouissante. Due à un manque d'oxygène à la naissance, elle a grandi avec un handicap physique. Parler, écrire, marcher, les actes les plus instinctifs pour nous peuvent être pénibles pour elle. Ce qui est pire, c'est qu'elle a été privée de liberté. Elle n'a pas pu sortir de son village pour gagner sa vie, et même son mariage a été arrangé par ses parents. Aujourd'hui, malgré son succès, la paralysie cérébrale reste une étiquette dont elle ne pourra jamais se débarrasser. Pourtant, en aucune circonstance, elle ne se plaint de son sort. Même si mon destin est déjà écrit, je joue à mon sens ce rôle de comique. Je ris de bon cœur et je pleure de chaudes larmes. C'est d'elle exprimée lors d'une interview. Et que ce soit face aux critiques ou aux compliments, elle garde toujours son sourire, sa franchise et son optimisme. Depuis mon enfance, je m'encourage à élargir ma vision. J'ai appris le français pour découvrir la diversité du monde. Mais en même temps, je crois toujours que la Chine est un pays fascinant grâce à de nombreux Chinois admirables comme Yu Xiuhua. Ils sont peut-être anonymes, ordinaires, mais ce sont eux qui constituent l'humanité de notre nation.
Pour terminer, je voudrais partager avec vous une partie du poème « Je t'aime » de Yu Xiuhua. Si je t'envoie un livre, ce ne sera pas sur la poésie, mais sur la plante et les cultures. Je te dirai la différence entre le blé et l'ivraie pour que tu imagines les frayeurs de cette dernière au printemps. Merci. Bravo, bravo. Merci Mathieu. Quel témoignage touchant. Maintenant, votre question, évidemment, elle concerne vos amours. Et c'est une question toute simple et toute compliquée. Qu'est-ce qu'un bon poème? Alors, le poème, c'est quelque chose assez subjectif. Chacun peut avoir sa propre interprétation pour un poème. Selon moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut être touchant. Alors, dans le poème de Yu Xiuhua, l'ivraie n'a plus ce sens négatif. Elle considère l'ivraie comme une plante, tout comme les autres. Elle est innocente. Même si son destin est d'être arraché par les paysans, elle rêve de grandir au printemps, elle rêve la beauté. Du coup, c'est ça l'esprit de poème. C'est toujours écarter cet espoir pour la beauté, pour les bonnes choses, pour la vie, pour l'amour, pour l'amitié et pour la paix. C'est ma réponse. Merci. Alors, après avoir quand même travaillé au Monde, après avoir fait de la télé en France et tout, vous avez quand même décidé de revenir dans votre pays. Pourquoi? Oui, c'est ça. J'ai bien aimé le journalisme et c'est vrai que les 2 ans d'études à l'école supérieure de journalisme de Lille m'a apporté plein de choses. Franchement, cette expérience m'a sorti de ma zone de confort et maintenant je porte un regard plus attentif dans des sujets qui me sentaient très éloignés comme le terrorisme, la montée d'extrême droite en Europe ou la vague des réfugiés. Du coup, ça c'est vraiment quelque chose de très précieux pour moi. Mais par rapport à travailler en France en tant que journaliste, je préfère rentrer en Chine et partager avec les autres ce que le français m'a apporté. Je suis très contente de travailler dans des médias français parce que j'ai quand même écrit et publié quelques articles et j'ai réussi à présenter l'opinion chinoise aux lecteurs francophones. Merci et bravo. Merci. Bravo. Eh bien maintenant, on va y aller avec vos notes, chers membres du jury. 15, 19, 16, 19 et 20. Alors, bravo à Chanbi Si pour cette performance. Merci. Bravo. Et maintenant, nous laissons la scène à une candidate de Montréal. Nous regardons une vidéo de Ma Fang. Je m'appelle Ma Fang. À l'Université de Montréal, j'ai trouvé une vie impeccable de recherche de haute qualité, des études transversales abordant divers enjeux d'actualité et le travail collaboratif le plus solide et efficace au monde. Mes 2 ans passés ici ont déjà été suffisants pour que je puisse profiter des activités, pratiquer le bénévolat et participer à de grands événements de tout genre. La rencontre entre les mondes francophones et anglophones, ainsi que la diversité culturelle qui est mise de l'avant, ont apporté à cette ville un charme originel et un dynamisme extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je fais actuellement mes études à Montréal, à quelques 10 000 kilomètres de la Chine. Mais regardons les sujets qui sont l'objet de mes études étaient discussions entre amis, les Jeux olympiques d'hiver de 2022, le 13e plan quinquennal, l'émergence du paiement électronique via WeChat, l'omniprésence des vélos en libre-service, etc. La Chine est aussi largement discutée par la société canadienne que je me questionne à un moment si je suis vraiment à l'étranger. Pour citer l'exemple le plus récent, une conférence sur le grand projet Une ceinture, une route s'est tenue à l'initiative du Consulat général de Chine à Montréal. Les questions posées sont principalement liées aux opportunités d'affaires pour le Québec dans le cadre de ce gigantesque projet de la nouvelle route de la soie. Assise parmi l'audience, c'était le moment où je me suis sentie le plus fière de mon pays. Sans aucun doute, la Chine est aujourd'hui un acteur incontournable sur la scène mondiale de tous les domaines, surtout dans le secteur économique. Le groupe Alibaba, ça vous dit quelque chose, certainement. Il incarne l'entrepreneuriat à la chinoise et a rencontré un grand succès à l'international. Et son PDG, Ma Yun, aussi connu sous le nom Jack Ma, a acquis une renommée internationale par son succès légendaire. Il est tellement connu que chaque fois que je me présente et serre la main à mes interlocuteurs, « Bonjour, je m'appelle Fang Ma », on me demande souvent « Est-ce que tu as un lien avec Jack Ma ?» Si oui, je ne me laverai pas la main pendant 1 an.
Je n'ai cru à la popularité d'Alibaba qu'après avoir su que mon amie québécoise, Francine, achète presque tous ses objets, tous ses accessoires et bijoux sur AliExpress, la version internationale de Taobao. Voilà une capture de ses historiques des commandes passées. Et voilà une belle photo d'elle avec tous les trésors qu'elle a trouvés sur le bateau d'Alibaba. Elle m'explique qu'elle attire toujours le regard curieux et admiratif de ses amis chaque fois qu'elle porte les boucles d'oreilles achetées sur AliExpress. Je pense que c'est aussi de cette façon que la promotion d'Alibaba a pu se faire, de bouche à oreille. Certainement, Alibaba est un bon exemple à suivre, mais en ce qui concerne sa stratégie globale et sa contribution au rayonnement de l'économie chinoise, mais cela sans compter toutes les entreprises chinoises ici qui ont aussi la même vocation, la même contribution. Donc, en tant que Chinoise à l'étranger, je me sens tellement fière d'être témoin de tout progrès qu'a réalisé la Chine. Cette Chine qui est économiquement compétitive, entrepreneuriale et ouverte sur le monde. Merci à tous. Merci, ma femme. Maintenant, chers membres du jury, on va y aller avec votre vote. 14, 12, 18, 16 et 15 chez Mireille Desglun. Alors, voici votre note, ma femme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on va maintenant laisser la place à la dernière prestation de Lu Guanyu. J'ai fait un rêve l'autre jour, un rêve dans lequel une voix m'appelait sans cesse. Christophe, Christophe. Moi, ayant une insignifiance désespérante, je me trouvais dans une immense obscurité, sauf qu'éclairé par les astres suivant une dynamique universelle. Est-ce un cauchemar ou est-ce un présage? Nous ne sommes jamais déterminés. Pourtant, nous ne changeons jamais. Rétrospectivement, dit Merleau-Ponty, nous pourrons toujours trouver dans notre passé l'annonce de ce que nous sommes devenus. De ce rêve qui m'a hanté, je peux finalement conclure que Christophe, ou Lu Guanyu, ce jeune homme que vous voyez, cette personne dans laquelle je m'incarne, est inséparable ni de la langue française, ni de la philosophie. Sujet. Peut-on se libérer de sa culture? Première partie, introduction. Je voudrais commencer par l'analyse d'un cas spécial. Christophe Guanyu, c'est moi. Alors qui suis-je? Je m'inspire de l'état dionysiaque, j'ai réfléchi la nuit, insomniaque. Je désire la vérité comme un philosophe. Je dédie ce morceau aux gens comme moi. Je m'inspire de l'état dionysiaque, j'ai réfléchi la nuit, insomniaque. Je désire la vérité comme un philosophe. Je dédie ce morceau aux gens comme moi. Les gens comme moi sont caressés par un de matinal à volonté, le matador comme un sommeil vénal. Un bouquin dans l'oreiller, il descend vers la toilette. Je plane à peine à bailler, il se jette à bicycler. Les gens comme moi, accompagnés par les pensées cartésiennes, raison et logique soulignées, les catégories kantiennes, sur un ouvert et connaissance et la vie. Et sans réserve, crépuscule prend son envol à chouette luminaire. Bien souvent, je me demande si je représente la culture chinoise. Moi, en tant qu'étudiant en philo occidental, qu'est-ce qui nous réunit outre le pays qui nous souffre? Qu'est-ce qui nous définit à part le son qui coule? Liberté de Levi, savoir le waiting, insoumission de ce matin, persistance de footing, l'art de mise en étude, plein d'espoir, l'art de d'esprit et de vue, culture chinoise, on s'inspire de l'état dionysiaque, on réfléchit la nuit, insomniaque, plus désir de vérité comme un philosophe. Je dédie ce morceau aux gens comme moi, les gens comme moi, je veux pas désigner seulement mes camarades, les gens comme moi, tous mes professeurs l'ont été une fois, les gens comme moi, écrit sa passion d'apprendre, nos ancêtres, les gens comme moi, par ces arts à connaître bien les noms tels que Henri Besson, Merleau-Ponty, Jean Botard, Michel-Henri et Emmanuel Lévinas, Cavaillès, Bachelard, Lyotard, Doria, Tête de masse, écrivain, Jacques Derrida, Michel Foucault, Lacan, Husserl, Lévi-Strauss, Canguilhem, Normal et Fatos, serviteur de le dialogue. Ici, je voudrais rendre hommage à tous les chercheurs chinois qui contribuent aux recherches sur la philosophie française en Chine. Entre autres, Madame Tu Shaojun, professeure à l'Université de Pékin pour ses recherches sur Sartre. Monsieur Shang Jie, chercheur à la CASS pour ses recherches sur Derrida. Monsieur Yang Dachun, professeur à l'Université du Zhejiang pour ses recherches sur Merleau-Ponty. Monsieur Jiang Yuhui, professeur à l'ECNU pour ses recherches sur Deleuze. Et bien sûr, mon professeur, Monsieur Mo Wei-Ming, à Fudan pour ses recherches sur Foucault. On s'inspire Henri Besson, Merleau-Ponty, Jean Botard, Michel-Henri et Emmanuel Lévinas, Cavaillès, Bachelard, Lyotard, Doria, Tête de masse, écrivain, Jacques Derrida, Michel Foucault, Lacan,
qu'on a tous serre les vispos, quand il est normal et pasos, c'est meilleur que le dialogue. Merci. Bravo! Waouh, quel spectacle! Merci. Alors, maintenant, une question pour vous. En quoi la philosophie de la vie diffère-t-elle chez les érudits chinois par rapport aux occidentaux? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, allez-y, 90 secondes. Il y a une dizaine d'années, non, il y a quelques dizaines d'années, quand la philosophie occidentale est introduite dans l'éducation de la philosophie en Chine, une polémique s'est répandue. Alors, certains pensent qu'il n'y a pas de philosophie en Chine, mais d'autres pensent qu'on aime bien la philosophie chinoise, bien entendu. Mais comment ça? Donc ici, on rencontre ce problème. En quoi la philosophie de la vie différait-elle chez les érudits chinois par rapport aux occidentaux? Je pense que, d'après moi, un élément très important entre les deux, c'est la métaphysique. La métaphysique, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, chez les occidentaux, c'est un terme utilisé par les aristotéliens, par les étudiants d'Aristote en fait, pour ces pensées qui questionnent sur l'être, sur l'être, être, voilà, le Sein en allemand si vous voulez, et puis sur l'origine du monde, du cosmos, la cosmologie, l'ontologie par exemple. Mais en fait, en Chine, on n'aime pas trop mettre en question ce problème. On n'aime pas trop demander pourquoi l'être est tel qu'il est. Par exemple, chez Lao Tzu, Dao Shen Yi, Yi Shen Er, on pense que le Tao, c'est l'origine de tout, et après, on ne questionne pas pourquoi Tao s'est-il formé. Donc, c'est ça, je pense que c'est la différence principale entre les deux. Merci. Wow! Bravo! Cher Monsieur Liu, bravo pour votre prestation. Bravo d'abord pour votre niveau de français qui est impressionnant, sans accent, grande fluidité, aucune faute. Merci, Chapeau, je merci. suis vraiment... Je vous apprécie beaucoup. Merci. Franchement, je ne sais pas quelle question on peut vous poser, hein, franchement. Bravo pour votre présentation. Ce qui m'impressionne, c'est que vous avez vraiment une passion pour la philosophie. Alors, on va demander au jury de donner la note à ce dernier candidat de cette demi-finale. Allez-y. Alors, on a un 20, un 20, Wow! un 17 et finalement 17. un 19. Excellente note. Alors, vous avez obtenu une grande note, c'est le moins qu'on puisse dire. Lu Guanyu, étudiant en philosophie à l'université de Fudan, a remporté la meilleure note des membres du jury. Pourtant, ce n'est pas le résultat final. Les spectateurs présents ont aussi le droit à voter pour leur finaliste préféré. Est-ce que le jeune loup recevra-t-il toujours autant d'éloges du côté du public? Qui seront les 6 plus chanceux admis en finale? Et maintenant, votre vote. Votre vote! Allez-y! Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Alors maintenant, le score de la demi-finale est affiché derrière nous. Regardons ensemble. Selon les règles du concours, les 6 admis en finale sont Lu Guanyu, Tan Yaqi, Liu Hao, Zhang Shuwen, Zhang Bisi et Zhao Tian. Les 4 autres candidats et candidates font toujours preuve d'une grande confiance en eux-mêmes devant la caméra. J'apprécie le parole parlé par Tan Yaqi. Le résultat, ce n'est pas la finalité, c'est l'expérience qui compte. Donc, je vous remercie. Le moment est venu pour exprimer mes remerciements. La raison qui me motive à participer à ce concours, c'est de célébrer la première édition des As du français, incluant des candidats au Québec. Même si je n'ai pas gagné, c'est bien de partager ces expériences au Québec et pour inviter de plus en plus de candidats sur cette scène-là, pour partager leurs expériences de vie, d'études et de travail au Québec. Merci. Mes objectifs ont été atteints. Je peux quitter en paix. J'aimerais remercier pour l'équipe de CGTN de m'avoir retrouvée au Québec.
Et merci pour tous les membres de jury. Et merci pour tous les téléspectateurs. Votre présence est vraiment un bon encouragement pour moi. Vous êtes tellement généreux. Vous avez applaudi beaucoup tout à l'heure pour moi. Merci. J'aimerais entendre une autre fois aussi. J'aimerais encourager tous ceux qui veulent apprendre le français ou ceux qui sont en train d'apprendre le français. Il ne faut pas lâcher vos bouts parce qu'avec la persévérance, tout est possible. Merci beaucoup. Alors moi, je vis actuellement en France et depuis mon arrivée en France, j'ai eu de nombreuses occasions de travailler pour les échanges franco-chinois. J'ai de la chance de pouvoir parler français, cette langue remplie de culture, de sagesse et de sens artistique à travers laquelle je raconte bien évidemment l'histoire de la Chine. Merci. Au cours de cette demi-finale, c'est Lu Guanyu qui arrive en tête. Alors que les épreuves en finale seront aussi diversifiées que compliquées, on s'attend à d'excellentes performances, ainsi que pour les 5 autres candidats. À la prochaine!